La classe Alaska, dont la désignation en tant que croiseur ou potentiellement un croiseur de bataille, a été débattue pratiquement dès l'instant où la coque a touché l'eau, ce qui est un débat que nous aborderons plus tard, était le dernier design de croiseur d'avant-guerre que la marine américaine a développé. Il représentait également la troisième tranche de type de design sur lesquels les États-Unis avaient travaillé dans les années 30. Les classes New Orleans et Brooklyn représentaient des croiseurs de traité, les Baltimore et Cleveland représentaient ce qui pourrait être qualifié de premier design de croiseur post-traité de la marine américaine, c'est-à-dire non contraints par l'effondrement des traités navals au milieu des années 30, mais ces deux navires montraient encore des éléments de la période de conception du traité. Dans les deux cas, on pourrait soutenir qu'il s'agit simplement de croiseurs de traité, mais avec un déplacement qui leur permettait d'être des conceptions pleinement équilibrées en termes de vitesse, de protection et de puissance de feu, en particulier la puissance de feu anti-surface et anti-aérienne. Les Cleveland utilisaient encore la batterie de 6 pouces du croiseur léger de l'époque du traité, et les Baltimore portaient exactement la même batterie principale de 8 pouces que leurs prédécesseurs. Les plusieurs milliers de tonnes de déplacements supplémentaires achetaient principalement plus de protection et une batterie anti-aérienne plus lourde, entre autres choses. Inversement, les Alaska, avec les démoines plus tardifs, n'étaient effectivement contraints par aucune idée de limite de traité sur quoi que ce soit, ce qui les ramenait aux normes de la Première Guerre mondiale et antérieure sur ce qu'une marine voulait accomplir et combien elle était prête à payer pour le faire pour une classe donnée de navires. Dans ce cas, ce que la marine américaine voulait faire, du moins à l'origine, était de combler une lacune dans les capacités américaines qui commençaient à les inquiéter. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis avaient observé les Allemands construire les Deutschland, contre lesquels les Français avaient construit les Dunkerque, puis les Allemands avaient construit les Scharnhorst. Le premier de ces types de navires avait de gros canons et un degré de protection qui en ferait une proposition très difficile pour un croiseur lourd de l'époque du traité. Les Dunkerque, du moins dans leur format original, étaient plus rapides, mieux blindés et quelque peu mieux protégés que leurs adversaires probables. Les Deutschland et les Scharnhorst et le Strasbourg étaient en réalité une sorte de cuirassé léger rapide. L'un des objectifs des traités navals était d'éviter une répétition de l'escalade des années 1900 qui avait commencé avec le croiseur blindé Dreadnought de la classe Invincible, un croiseur conçu pour chasser et tuer d'autres croiseurs, et qui a fini par créer le concept entier de croiseur de bataille sous ses diverses formes. Maintenant, la même chose se reproduisait, et la marine américaine avait beaucoup de croiseurs qui seraient vulnérables à ce type de navire tueur de croiseurs, et son principal adversaire probable, les Japonais, avaient à la fois une grande force de croiseurs que les États-Unis aimeraient vraiment pouvoir gérer efficacement, et le Japon était devenu étrangement silencieux et secret dernièrement. Eh bien, il ne fallait pas être un génie pour soupçonner que peut-être la marine impériale japonaise avait également observé ces développements en Europe et décidé de lancer son propre programme de croiseurs-chasseurs de croiseurs. Quelques rapports de renseignements épars semblaient confirmer cela. Et au début de la guerre en Europe, les agences de renseignement américaines et britanniques étaient déjà convaincues que le Japon construisait un croiseur de bataille armé de 12 pouces d'une certaine description, quelque chose qui serait présenté dans des briefings à la fin de 1941 comme une classe de navires suspectés d'avoir déjà été achevés et étaient en mer. Ironiquement, alors qu'à ce moment-là, les Japonais avaient effectivement des plans pour un tel navire, ils n'avaient en réalité commencé à y travailler qu'après le travail, du moins le travail de conception initiale sur ce qui deviendrait les Alaska avait commencé, créant ainsi une sorte de boucle d'autoréalisation de prophétie qui a été encore plus tordue lorsque, après avoir appris l'existence des Alaska, la marine impériale japonaise a effectivement envisagé de réviser le design pour inclure des canons de 14 pouces, mais tout cela était dans le futur, au-delà de la chasse aux croiseurs ennemis et de la défense contre les chasseurs de croiseurs ennemis en général. On pensait aussi qu'un tel navire serait spécifiquement un très bon escorteur de porte-avions. Il pourrait transporter beaucoup de canons anti-aériens. Sa taille lui donnerait une portée considérable. Sa vitesse lui permettrait de suivre les porte-avions et sa puissance de feu anti-surface lui permettrait d'éliminer les croiseurs ennemis entrants. À la fin des années 30, ces derniers étaient considérés comme la principale menace pour les porte-avions de flotte, et cela fonctionnerait quelle que soit la taille ou l'armement du croiseur ennemi dans des limites raisonnables.
Cette lourde escorte pour porte-avions a répondu à un besoin qui avait déjà vu un certain nombre de spécifications de conception plutôt étranges avancer dans le cadre du programme de cuirassé, y compris une alternative à 30 nœuds pour les North Carolina, et certaines études préliminaires de ce qui deviendrait finalement les Iowas, qui ressemblaient davantage à la seconde venue de la classe Lexington du début des années 20. Ce dernier rôle, celui d'escorte de porte-avions, plaisait beaucoup à l'amiral King, qui était bien sûr un passionné de porte-avions et deviendrait un champion de la classe Alaska pendant son développement. Alors que les années 30 se transformaient en années 40, cela semblait avoir beaucoup de sens, sachant que les Iowas n'avaient pas encore à ce moment-là posé leurs quilles et que la force de croiseurs de la marine japonaise était encore intacte. La perte du Her Majesty's Ship Glorious en juin 1940 semblerait également confirmer encore davantage le désir de la marine américaine d'avoir une sorte de chasseur de croiseurs rapide. Le navire permettrait également aux officiers de la marine américaine les plus sensés de contrer certaines idées plutôt discutables que certains de leurs collègues avançaient, comme de réarmer certains des croiseurs lourds existants avec des canons de 10 pouces jumelés à la place de leurs canons de 8 pouces triples, en leur permettant simplement de pointer vers la solution plus grande et meilleure qui était en cours de conception. En remontant un peu le temps, des discussions sérieuses sur ce qui allait finalement devenir la classe Alaska ont commencé en 1938 avec l'idée d'un navire armé de 3 tourelles de canon de 10 pouces jumelés. Mais cela n'a pas été bien accueilli. Le canon de 10 pouces se trouvait dans la zone intermédiaire gênante d'être à peu près le plus petit calibre pour lequel la cadence de tir était plus proche de celle d'un cuirassé que d'un croiseur, en raison du poids de l'obus et des charges accompagnantes, mais étant le plus petit calibre de cette catégorie, il avait également la moindre pénétration et puissance de destruction. La dernière fois, la marine américaine avait eu un canon de 10 pouces en service, bien que son obus et son poids de charge d'explosion étaient environ 2 fois plus importants que l'arme de 8 pouces correspondante de l'époque. Il n'avait offert qu'une pénétration de 30 à 40% meilleure aux distances de combat attendues de l'époque, alors que le 12 pouces contemporain avait offert un peu plus du double de la pénétration du 8 pouces. Si l'on supposait que la même règle approximative de base était vraie par rapport à un canon moderne de 8 pouces, comme on en trouve sur les croiseurs lourds américains actuels, un obus de 10 pouces serait probablement tout juste viable, sous la plupart des angles contre les croiseurs de traité mieux blindés, aux distances de combat désormais attendues, mais il pourrait avoir du mal à l'extrémité supérieure de cette bande contre les croiseurs lourds mieux protégés, par exemple, si l'un des nouveaux croiseurs japonais était protégé à un degré quelconque similaire à une classe Zara de la marine italienne ou Ali United States Ship Wichita, par exemple. Et un obus de 10 pouces serait donc probablement marginalement efficace ou peut-être complètement inefficace aux mêmes distances contre un croiseur tueur d'ennemis qui serait en théorie un peu mieux protégé. Comme il s'est avéré, cette supposition aurait effectivement été correcte contre les B-65, qui auraient été relativement immunisés contre les coups de ceinture d'un canon de 10 pouces à 20 milliards et plus, en supposant que la règle générale du pouce qui était considérée était vraie. Au lieu de cela, on a estimé que les meilleures options étaient simplement de choisir davantage de canons de 8 pouces, en utilisant le nouveau super lourd obus de 8 pouces, 4 tourelles triples pour être exact, ou pour passer directement à un canon moderne de 12 pouces, qui devrait avoir beaucoup de pouvoir de pénétration, et le bonus d'une capacité de portée supplémentaire, et les obus seraient bien sûr plus destructeurs par coup, ce qui était à peu près la même logique qui avait conduit au développement des Invincibles dans les années 1900, un parallèle que vous pourriez remarquer quelques fois de plus dans ce récit. Ces deux options ont ensuite été développées en esquisse, avec 4 designs résultant du processus. Ils partageaient des caractéristiques communes. Vitesse maximale de 35 nœuds, portée de 15,0 km nautique à 15 nœuds et 7 canons jumelés de 12,7 cm 38. Supports et dans une rupture avec les précédents designs de croiseurs de la marine américaine de l'entre-deux-guerres, une paire de lance-torpilles triples, car ces navires étaient conçus pour de véritables opérations détachées. Les conceptions venaient par paires, chacune représentant ce que les concepteurs pensaient être une version idéale.
L'option de 12 pouces avait une armure de ceinture de 8,4 pouces, qui était calculée comme offrant une immunité au tir d'artillerie de 12 pouces, dans une bande de 6 milliards centrée approximativement sur 20 milliards, et l'option de 8 pouces, avec une ceinture légèrement plus mince, avait une zone d'immunité de 4 milliards, centrée à un peu plus de 21 milliards. Il y avait ensuite les offres budgétaires. L'offre budgétaire de 12 pouces offrant une protection légèrement inférieure à celle du navire de 8 pouces à plein tarif, et le navire de 8 pouces à budget ayant une protection décente contre les tirs d'artillerie de 8 pouces, mais rien capable d'arrêter un obus de 12 pouces à n'importe quelle portée. Les versions budgétaires économisent respectivement 1150 tonnes et 1700 tonnes de déplacement par rapport à un déplacement standard à plein tarif de 24 900 tonnes pour la variante de 12 pouces et 24 100 tonnes pour l'option de 8 pouces. Compte tenu de l'inquiétude que plusieurs autres nations pourraient construire des croiseurs tueurs à gros canons, on a estimé que l'option de 12 pouces serait le seul candidat viable, et on a également réalisé que l'augmentation du déplacement résultant d'un passage de 3 tourelles jumelles à 3 tourelles triples donnerait une augmentation de 50% de la puissance de feu à une augmentation marginale du déplacement et du coût. La prochaine série de conceptions rapides a donc présenté 2 navires dotés de cette batterie principale révisée, l'un de 25 100 tonnes, déplacement standard, et un autre de 26 200 tonnes et déplacement standard, tous deux basés sur la variante complète de 12 pouces de la dernière série de conception, avec la différence de déplacement étant que l'un d'eux avait besoin de 165 000 chevaux-vapeur pour atteindre 34 nœuds, tandis que l'autre nécessitait 206 000 chevaux-vapeur pour atteindre 35 nœuds, illustrant bien les augmentations absolument absurdes de la puissance des arbres dont vous avez besoin juste pour un nœud supplémentaire de vitesse. À ce genre de régime de vitesse, l'option la plus rapide a été préférée, mais tout le programme est maintenant entré dans une sorte de stase. C'était en avril 1938, et l'attention se portait sur les cuirassés et le travail nécessaire pour les futurs Iowa. La prochaine mention majeure de la classe dans un contexte sérieux est survenue presque 1 an et demi plus tard, en novembre 1939, lorsque le navire, désormais appelé CA-2 avec CA-1 étant le design qui conduirait finalement à la classe Baltimore, a été diffusé pour avis sur combien de navires du type CA-2 la flotte devrait avoir. Au fur et à mesure que les mois passaient et que les discussions circulaient, des navires allemands comme le Graf Spee et le Deutschland, plus tard le Lützow, menaçaient le transport maritime britannique et le chasseur de croiseurs semblait de plus en plus judicieux. Puis quelqu'un a fait le calcul et a réalisé que s'ils allaient assigner une paire de croiseurs lourds pour escorter chaque porte-avions, ce que la doctrine disait qu'ils devraient faire, alors, avec leur plan de construction actuel, ils auraient 7 porte-avions de flotte une fois que le Hornet serait commissionné, ce qui nécessiterait à son tour 14 croiseurs lourds pour la protection, ce qui leur laisserait exactement 2 croiseurs lourds pour remplir toutes les autres fonctions, car Wichita avait des problèmes à l'époque et n'était pas considéré comme entièrement commissionné. Au début de l'année 1940, avec l'autorisation de 3 porte-avions supplémentaires, qui seraient les 3 premiers de la classe Essex, 6 croiseurs supplémentaires seraient nécessaires, et le débat circulait maintenant sur la question de savoir s'il fallait simplement construire plus de croiseurs lourds normaux, un mélange de croiseurs réguliers et super croiseurs, ou certains croiseurs réguliers et un autre type, comme un Atlanta amélioré, surnommé CLD, ou un croiseur porte-avions de combat de CA. Aucune de ces 2 dernières options n'a remporté un soutien généralisé. Il y avait cependant 2 préoccupations principales avec le CA-2. Premièrement, le design était assez proche d'un navire de guerre qu'il pourrait détourner des ressources du programme de navire de guerre, surtout en termes de machinerie et du temps de production de la fonderie de gros canons. Et deuxièmement, il y avait une préoccupation que le navire pourrait déclencher une autre course aux armements de style Dreadnought, où le nouveau navire pourrait avoir un avantage pendant 1 an ou 2, seulement pour que quelqu'un d'autre arrive avec quelque chose d'encore plus grand pour le battre, ce qui est bien sûr exactement ce que le design a effectivement forcé à se produire lorsque la marine impériale japonaise a révisé son B. Le programme 65, bien que ce dernier ait été contré par l'argument selon lequel tout ce qui serait substantiellement plus grand et plus lourdement armé que le CA-2 proposé serait en réalité un petit cuirassé, et donc de tels efforts détourneraient la capacité de l'ennemi
à renforcer leur ligne de bataille principale, car ce type de navire prendrait définitivement des ressources de la production de navires de capital. Et tout petit navire de capital rapide qui serait produit, si un ennemi choisissait d'emprunter cette voie particulière, serait toujours une proie très facile pour les cuirassés rapides que sont les Iowas, qui étaient sur le point d'être commandés. Cependant, une confluence d'entrée a maintenant eu lieu. Le renseignement a quelque peu surestimé le programme de construction de navires de guerre du Japon, pensant qu'ils avaient terminé 4 navires, 4 en stock, et qu'ils s'apprêtaient à en construire 4 de plus, ce qui a entraîné une réduction drastique des estimations de la marine américaine sur le nombre de cuirassés qu'elle pourrait éventuellement détacher de sa propre ligne de bataille pour des opérations détachées. Il était également envisagé que le Royaume-Uni puisse perdre la guerre contre l'Allemagne et laisser ainsi les États-Unis gérer le Pacifique entièrement seuls, ou, dans le pire des cas, devoir également combattre les Allemands dans l'Atlantique. Et d'autres rapports en provenance du Japon parlaient d'un programme de supercroiseurs en construction. Cela avait de nouveau éclaté. C'était la même rumeur dont nous avions déjà parlé, juste sous une peau légèrement différente. Ils ont maintenant précisé, cependant, que ces navires étaient doux, c'est-à-dire ils étaient rapides et bien armés, mais ils avaient sacrifié la protection pour y parvenir. On a soutenu qu'un navire comme le CA2 pourrait vaincre de tels vaisseaux, car il aurait une certaine protection contre les canons de l'ennemi, mais l'inverse ne serait pas vrai. On pourrait construire plus de CA2 que d'Iowa supplémentaires, et les types de CA2 détachés de la flotte pour poursuivre les raiders ennemis, qu'ils soient des croiseurs ou des supercroiseurs, ne le feraient pas impacter clairement la force principale de la ligne de front de la marine américaine. Et ainsi, en juillet 1940, l'amiral King a pu présider une réunion qui était censée déterminer non pas s'il devrait y avoir des croiseurs avec des canons de 12 pouces, mais si des croiseurs avec des canons de 12 pouces doivent être construits, quelles seront leurs caractéristiques. Certains arguments ont continué à aller et venir, et quelques autres concepts de canons de 8 pouces ont également été produits, principalement pour des raisons de comparaison sur le bureau de l'ordonnance, ayant déjà commencé à travailler sur un canon de 12 pouces, a créé une sorte de choix binaire entre continuer avec les armes de 8 pouces existantes ou opter pour le nouveau 12 pouces de Bjorn, car tout autre calibre devrait être développé à partir de 0, et avec la machinerie elle-même, les canons étaient parmi les éléments les plus longs à produire pour n'importe quel navire. Il y avait cependant un changement majeur par rapport à l'esquisse originale du CA2. La centrale électrique qui serait nécessaire pour que le navire atteigne 35 nœuds remplirait la coque de bâbord à tribord, avec rien d'autre que de simples plaques de coque entre les espaces de machinerie et une torpille. La nécessité d'au moins une forme de défense anti-torpille signifiait que la vitesse maximale du navire devrait descendre à environ 33 nœuds. Cette nouvelle légèrement dérangeante a été compensée par les nouvelles provenant du bureau de l'ordnance qui pour une fois étaient réellement positives. Les étoiles et les planètes s'étaient alignées et le nouveau canon de 12 pouces montrait des caractéristiques de pénétration d'armure vraiment remarquables. À des distances moyennes, il pouvait percer la protection de nombreux cuirassés existants presque aussi bien, ou dans certains cas tout aussi bien, que certains des canons de 14 pouces équipés sur de véritables cuirassés américains, et donc tout supercroiseur qui serait construit pour vraiment contrer le CA2 aurait donc besoin d'une protection minimale à l'échelle d'un cuirassé moderne, ce qui les rendrait ruineusement coûteux, et une fois de plus détournerait le programme de construction de navires de guerre d'un ennemi. Le seul nuage à cette large lueur d'espoir était que toute idée réelle de blindage du CA2 contre ses propres canons sur une large marge de portée devrait être abandonnée en faveur d'une protection extensive contre les tirs de 8 pouces, à moins que l'épaisseur de la ceinture proposée ne soit massivement améliorée ou qu'une astuce ingénieuse ne soit trouvée pour améliorer les performances de la ceinture. Ou peut-être les deux. 4 conceptions ont été réalisées pour examiner le problème CA2A à travers CA2A à travers CA2D, commençant par une protection uniquement contre les tirs de 8 pouces et augmentant progressivement la zone immune aux tirs de 12 pouces. Finalement,
finissant par un navire CA2 à travers des 2D, commençant par une protection uniquement contre les tirs de 8 pouces, et augmentant progressivement qui avait une pouce de plus d'armure qu'un cuirassé de classe Iowa déplaçant 38 700 tonnes, c'est-à-dire plus qu'un cuirassé typique de l'époque du traité, et était armé de 12 canons dans 4 tourelles triples, principalement parce que la coque avait atteint une taille où une 4e tourelle pouvait être ajoutée. Légèrement alarmé par cela, une autre proposition a examiné ce qui était essentiellement un Baltimore avec des jumelles de 12 pouces échangées pour remplacer les triples de 8 pouces, et un autre concept a examiné un canon de 12, concept armé de 8 pouces, et certains designs était en théorie capable de passer entre les triples de 8 pouces et les jumelles de 12 pouces à volonté, quelque chose de semblable à une version surdimensionnée de ce que les Japonais avaient fait avec les Megami, et il y avait d'autres variantes qui envisageaient de réduire la batterie principale à 7 ou 8 canons pour essayer d'économiser un peu de poids. L'été de 1940 verrait maintenant une longue série d'options de conception qui ont été justement décrites comme tortueuses. Cela a commencé avec l'amiral King émettant une spécification de conception générale pour un navire de 20 000 à 24 000 tonnes avec 8 canons maintenant protégés contre des tirs d'artillerie de 11 pouces, c'est-à-dire ce que portaient les corsaires allemands. Cela serait ensuite modifié pour avoir une protection contre les propres canons de 12 pouces du navire, mais le schéma de protection serait désormais basé sur les spécifications de croiseurs plutôt que de cuirassés, comme c'était le cas auparavant. Pour les cuirassés américains, la zone immune contre les tirs entrants était calculée en supposant que l'armure rencontrerait l'obus entrant à 90 degrés, l'angle le moins favorable pour l'armure et l'angle le plus favorable pour l'obus. Mais pour les croiseurs, on supposait que l'obus arriverait à 60 degrés. Cela signifiait qu'une moindre armure était nécessaire pour répondre à l'exigence, car l'armure serait artificiellement inclinée par l'angle du navire et augmenterait ainsi son épaisseur apparente, la logique étant qu'un croiseur chercherait à s'approcher ou à se désengager sous un certain angle, ou simplement à manœuvrer en général, plutôt que de naviguer simplement bord à bord et de se battre avec un adversaire, mais en essayant d'équilibrer cet effort de protection contre les tirs de surface et les exigences raisonnables de protection sous-marine, a d'abord vu le nombre de canons réduit à 7 puis à 6 dans un effort pour économiser du poids, et puis quand il est devenu clair que c'était beaucoup trop peu de puissance de feu, surtout à l'arrière où seulement 2 canons pouvaient être utilisés, le déplacement a commencé à augmenter. Puis, l'armure de l'espace des machines a été réduite de sorte que seuls les magasins de 12 pouces respectaient la norme de protection même dans son format révisé, mais cela nécessitait alors une cloison interne ajoutée pour empêcher les tirs inclinés venant des espaces des machines de pénétrer dans les magasins de toute façon, et donc la plupart de cette économie de poids a été annulée. La protection sous-marine, qui avait à l'origine été conçue selon les spécifications d'un cuirassé avec de nombreux espaces liquides et vides, même si la résistance totale n'était pas tout à fait aussi bonne que celle d'un cuirassé à part entière, a été complètement éliminée pour économiser du poids, puis réintroduite sous une forme réduite plus proche des spécifications d'un croiseur, c'est-à-dire plusieurs couches de blindage de coque, car l'absence totale de protection anti-torpille était compréhensiblement considérée comme un peu imprudente. Tous ces changements ont réduit la vitesse à 30 nœuds, et donc la puissance de feu, qui avait été brièvement augmentée après la réduction à 6 canons, est retombée à 7 canons pour essayer de récupérer un peu d'espace supplémentaire pour un peu de machinerie supplémentaire. Finalement, une autre réunion a eu lieu, et bien que beaucoup de personnes impliquées aient voté pour le CA-2B, un navire de 32 500 tonnes avec 9 canons et une armure lourde, la décision finale a été prise de continuer avec le développement du CA-2G, une version de 27 500 tonnes avec un peu moins d'armure et un canon de moins, spécifiquement la tourelle superposée à l'avant, était une double au lieu d'une triple. La plupart des équipements seraient de type croiseur et un profil montrerait une très forte ressemblance avec les croiseurs américains existants. Cela incluait d'avoir le hangar à avions au milieu du navire, comme c'était la norme pour les croiseurs américains de l'époque, au lieu de monter les avions sur le fantail, comme c'était le cas avec les cuirassés américains de la période. Le montage au milieu du navire était censé améliorer les capacités opérationnelles des avions,
car ils pouvaient être lancés dans des mers plus agitées, et en théorie rendraient les avions un peu plus durables et survivables dans la plupart des circonstances de combat, puisque le hangar pouvait être à l'épreuve des explosions et que les avions pouvaient y être stockés. Les leçons de guerre de Guadalcanal, qui ont montré que c'était généralement une mauvaise idée, du moins de la façon dont c'était disposé sur des choses comme les croiseurs de la classe New Orleans, étaient à ce stade encore quelques années dans le futur. L'exception à cette nature de croiseur, sauf à échelle agrandie, était le contrôle principal du feu, qui a été augmenté pour permettre de tirer parti de la plus grande portée des canons de 12 pouces, quelque chose qui avait été manqué dans la plupart des versions de conception précédentes. Le schéma d'armure original devait être de 10,1 pouces de blindage vertical sur les magasins et de 7,7 pouces sur la machinerie, mais quelqu'un a suggéré intelligemment que si l'on inclinait la ceinture de 10 degrés, cela permettrait une ceinture uniforme de 9,5 pouces d'épaisseur, ce qui augmenterait la protection de la machinerie ainsi que la protection des magasins de 5 pouces, sans compromettre la sécurité globale des magasins, car la résistance de la ceinture inclinée de 9,5 pouces serait aussi bonne ou légèrement meilleure selon la portée et l'angle qu'une ceinture verticale de 10,1 pouces. Cependant, à ce stade, la protection contre les torpilles ne consistait qu'en plusieurs couches de blindage et une énorme quantité de subdivisions qui a encore été augmentée lorsque les concepteurs ont commencé à s'inquiéter de plus en plus du potentiel des impacts de torpilles et de mines, la protection à grande échelle que l'on trouve dans les cuirassés ayant été abandonnée, comme mentionné précédemment, parce qu'elle prenait simplement trop de place et de poids. L'armure des tourelles variait aussi. Les faces de la tourelle resteraient toujours la partie la plus épaisse, mais les côtés, le toit et l'arrière seraient désormais presque uniformes au lieu que l'armure la plus mince soit à l'arrière de la tourelle. On estimait que la bataille du Rio de la Plata avait montré qu'un supercroiseur pourrait avoir à combattre plusieurs ennemis de différents angles à la fois, et donc l'arrière de la tourelle devrait être plus épais que la normale, et on estimait qu'il y avait peu d'intérêt à rendre le toit de la tourelle suffisamment épais pour des engagements à très longue portée. Quand l'armure du pont n'allait pas être suffisamment épaisse pour ces engagements, et donc l'armure du toit pourrait être amincie pour donner le même type de zone immunisée que l'armure du pont. Le nombre de canons de 5 pouces avait été réduit à 6 montages jumelés, mais en superposant un montage sur les canons de la batterie principale avant et arrière, avec 2 montages restants par côté, cela signifiait que la bordée anti-aérienne, lourde globale qui avait été prévue, 8 canons, serait maintenue. À ce stade, une vérification a révélé que le navire était maintenant en réalité un peu en dessous de son poids cible, et donc le 9e canon a été restauré avec la tourelle avant superposée remontant d'une jumelle à une triple. Pour la plupart, le navire ressemblait maintenant assez à un croiseur agrandi dans la disposition, sinon l'épaisseur de la protection, et le degré de caractéristiques de protection sous-marine, bien qu'avec quelques modifications de style influencées par les cuirassés montrées par la couverture plus étendue de la ceinture, les fonctions du système de contrôle de tir dupliqué, et d'autres choses comme la position de contrôle de tir élevée mentionnée plus tôt. Les navires auraient aussi un gouvernail type croiseur, une légère erreur pas facilement détectable à l'époque. CA2 a maintenant été reclassé CB, officiellement le nouveau marqueur pour un grand croiseur, quoi que cela signifie, avec 6 navires commandés Alaska, Guam, Hawaï, Philippines, Porto Rico et Samoa. L'utilisation de ce qui était à l'époque des territoires américains reflétait leurs conditions intermédiaires. Ils étaient nus plus grands que les noms de villes utilisés pour les croiseurs lourds, mais considérés comme légèrement inférieurs aux noms d'États utilisés pour les cuirassés. La conception détaillée a été rapidement achevée et la quille de l'United States Ship Alaska a été posée à la fin de 1941, 10 jours après l'attaque sur Pearl Harbor. Guam a suivi au début de février 1942, mais en avril de la même année, l'acier a commencé à manquer et donc les 4 derniers navires ont été suspendus en faveur de la redirection des ressources vers le programme de la classe Essex. L'amiral King est intervenu l'année suivante pour relancer les travaux sur Hawaï, qui sera finalement posé à la fin de 1943, mais les 3 autres navires seront également annulés cet été-là en faveur d'autres travaux. De légères modifications ont suivi alors que les navires étaient construits.
Le remplacement des montures initialement prévues de 1,1 pouce par des Bofors de 40 mm en est un exemple évident, puis bien sûr l'installation de encore plus de Bofors de 40 mm et bien sûr de Oerlikons de 20 mm qui remplaceraient les montures de 50 cals et commenceraient alors à se multiplier. Les navires ont aussi été brièvement considérés pour une conversion en porte-avions, bien que cela n'ait été qu'une réflexion de courte durée. La suite électronique a été régulièrement améliorée avec l'intégration de nouveaux systèmes radars plus performants. Ces petites additions ont progressivement augmenté le poids du navire, et les deux premiers navires ont touché l'eau en 1943 et leurs essais en 1944 ont montré que la vitesse avait, sans surprise, un peu diminué avec l'Alaska atteignant 32,7 nœuds à la déplacement initial d'essai, perdant un autre nœud lorsqu'elle était entièrement chargée. La portée opérationnelle avait légèrement diminué, mais le rayon de braquage était un peu plus serré que prévu, sans être brillant pour autant. Leur arrivée en service en 1944 a provoqué une série de débats massifs entre différents départements et les officiers qui étaient chargés de diriger les navires. Certains d'entre eux détestaient les navires, d'autres les défendaient, certains par affection véritable, et d'autres simplement parce que, ils avaient passé des années et des années à les développer, donc ils devaient avoir raison. Certains problèmes, en particulier les vastes installations pour avions au milieu des navires, étaient désormais considérés comme moins utiles avec l'avènement du radar, et possiblement même dangereux à la lumière de l'expérience de guerre mentionnée précédemment, et ceux-ci ont été relevés plus que certains des autres problèmes potentiels finalement. Il a été proposé que ces installations pour avions soient supprimées et qu'il y ait une solution plus simple montée à l'arrière, comme on en trouve sur les cuirassés qui, en remplaçant la lourde passerelle par une option uniquement à l'épreuve des éclats, plus légère, permettrait d'installer tous les canons de 40 mm restants, car certains auraient été perdus en mettant les catapultes d'avions à l'arrière, ainsi que 22 canons automatiques de 3 pouces en montage jumelé et une pléthore de directeurs et de radars. Mais à ce moment-là, la guerre était terminée. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Alaska et Guam, qui n'ont été mis en service qu'en 1944, ont eu des carrières de guerre courtes, servant principalement de navires d'escorte anti-aériens avec un peu de bombardement côtier pour faire bonne mesure, leur principal accomplissement notable étant d'avoir escorté le United States Ship Franklin endommagé chez lui après qu'il a été paralysé par une attaque japonaise, les équipages ne subissant aucune perte fatale pendant la guerre à la suite d'une action ennemie. En effet, les seules pertes de combat notables semblent avoir été lorsque quelques membres de l'équipage étaient un peu trop près d'un canon de 5 pouces qui tirait pour défendre le Franklin, et en conséquence ils ont été légèrement brûlés par la déflagration du canon lorsqu'il a tiré. Après l'opération Magic Carpet qui a ramené les troupes américaines sur le continent des États-Unis et la réduction subséquente de la taille de la marine américaine, les navires étaient considérés comme trop coûteux à exploiter en tant que croiseurs, quand tant de Baltimores fraîchement sortis du chantier naval étaient disponibles et qu'ils n'étaient pas assez solides pour être conservés pour des utilisations en ligne de bataille, quand les Iowa étaient présents, et donc ils ont été envoyés en réserve en 1946, rapidement rejoints par le Hawaii, qui avait été lancé en 1945, et avaient lentement été équipés jusqu'au début de 1947. Quand ce travail a été arrêté avec la batterie principale ayant été installée mais aucune des armes moins importantes n'ayant été placée. Alors que les deux premiers navires étaient alors conservés en réserve au cas où il serait nécessaire, le Hawaii partiellement fini a fait l'objet d'une large gamme d'idées possibles pour la conversion. Cela comprenait un hybride bizarre qui installait un pont d'envol court avec des catapultes vers l'avant pour une utilisation incertaine, mais peut-être pour lancer des missiles Loon qui étaient une dérivation américaine du V1 allemand, entre autres choses. Des XPM Surface Air Missiles devaient être installés sur les fosses de montage de 5 pouces d'aile et de nouvelles, plus grandes fosses seraient creusées après un certain nombre de missiles balistiques à courte portée V2 modifiés, tout ainsi que de nouveaux radars de guidage pour orienter ces armes dans les bonnes directions. D'autres systèmes de missiles ont également été proposés afin de transformer le navire en un navire d'essai, puis il a également été proposé de l'équiper de plusieurs montages de canons automatiques de 3 pouces,
ce qui en ferait une sorte de navire d'essai de missiles hybrides, mais aussi un navire de guerre de première ligne. Mais le lance-missile XPM avait un taux de tir qui aurait fait rire même un cuirassé des années 1880, un maximum d'un tir toutes les 10 minutes, et c'était dans un bon jour. Les tests initiaux avaient un tir toutes les demi-heures et les V2 modifiés nécessiteraient d'énormes quantités de carburant pour fusées liquides à stocker à bord, ce qui ne réjouissait en aucune façon, forme ou manière un officier de la marine américaine sain d'esprit. En conséquence, la seule chose que le programme a réellement entraîné a été le retrait des tourelles de 12 pouces de l'Hawaï. Au début des années 50, un autre rôle a été envisagé. Un croiseur de commandement orné de radars et d'équipements de communication pour aider les groupes de porte-avions. À l'origine, cette version incluait l'installation complète de l'armement anti-aérien prévu, soit des canons de 40 mm et de 5,96,5 cm, mais sans les tourelles principales afin de réduire le poids pour l'électronique. Cela a quelque peu évolué finalement, demandant que chaque support de canon sur le navire, qu'il s'agisse du barbet principal ou de l'un des barbets de 5.38, porte plutôt un seul canon de 5 pouces 54, plus quelques autres dispersés là où l'espace le permettait, plus un hangar à l'arrière et une aire d'atterrissage pour les hélicoptères. Cela a ensuite été modifié pour 8 supports de canons jumelés de 5 pouces 54 et 10 supports de canons automatiques jumelés de 3 pouces et pas de hangar. Mais en attendant les résultats d'un radar expérimental qui devait également être installé et qui avait initialement été installé sur l'United States Ship Northampton, le budget pour la conversion de Hawaï a été détourné vers d'autres choses et finalement, plus tard, en 1956, une proposition a été faite pour transformer le navire en un pur vaisseau de missiles solaires avec des lanceurs Talos à l'avant et à l'arrière, plus l'arme anti-sous-marine, anti-submarine, Rocket et 4 lanceurs de missiles Tartar à plus courte portée. Des alternatives à cela ont été proposées, qui comprenaient soit 4 lanceurs de missiles de croisière nucléaire Regulus, soit 20 missiles balistiques intercontinentaux Polaris, dans une ferme de silos installée là où la tourelle arrière et la barbette avaient été installées à l'origine. Eh bien, ces propositions variaient en nombre de missiles Talos et Terrier pour la défense du navire. En théorie, elle serait le navire de tête pour une telle conversion, quelle que soit l'option choisie, et l'Alaska et Guam suivraient ensuite avec des conversions similaires, qui seraient basées sur les leçons tirées de la première. Cependant, ces projets n'ont également abouti à rien, principalement pour des raisons de coût, car la forme de coque mince de type croiseur n'offrait pas beaucoup plus de volume par rapport à la conversion des croiseurs lourds, réguliers, légèrement plus petits et beaucoup moins chers qui étaient encore présents. Et donc, à la fin des années 50, les 3 navires ont été mis en vente pour être démantelés et vendus pour la ferraille au cours des 2 années suivantes, Guam étant le dernier à atteindre le chantier de démolition en 1961. Maintenant que vous connaissez l'histoire, qu'en est-il de la controverse? Sont-ils de réels grands croiseurs, peu importe le nom, ou plutôt des croiseurs de bataille? C'est un argument qui fait rage depuis pratiquement le lancement des navires. En fait, même avant le lancement des navires, il y avait des articles de journaux aux États-Unis disant qu'ils étaient des croiseurs de bataille, et puis, bien sûr, il y a la désignation officielle de la marine américaine qui dit qu'ils sont de grands croiseurs, et donc regardons les différentes solutions potentielles à cet argument maintenant. Tout d'abord, oui, je sais que certaines personnes disent simplement que la marine américaine les appelle des croiseurs, et donc ils sont des croiseurs à ce que je dirais, alors qu'en général c'est une bonne idée de suivre ce qu'une marine dit qu'elle a d'autre part, surtout quand il s'agit de croiseurs de bataille en particulier. Les Marines peuvent être très nerveuses à ce sujet. La marine américaine, par exemple, a conçu un certain nombre de croiseurs de bataille avant de commencer à construire les Lexingtons, mais ensuite, lorsque les Lexington étaient effectivement en construction, ils étaient étiquetés 200 et non BC Hum. Et il y a cette chose en cours protestant que les Lexingtons étaient en fait d'énormes croiseurs éclaireurs
Quand à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont en fait des croiseurs de bataille, et de l'autre côté de l'étang, vous avez le King George V qui est appelé croiseur de bataille malgré le fait qu'ils sont clairement des cuirassés rapides, et 5 en garde a été appelé un croiseur de bataille entièrement blindé, tous deux uniquement sur la base qu'ils étaient plus rapides que 25 nœuds, ce qui était une distinction arbitraire britannique de ce qui fait un cuirassé ou un croiseur de bataille. Donc oui, bien que les marines aient un certain degré d'autorité sur ce qu'elles appellent leur navire, le fait que ce qu'elles appellent leur navire reflète ou non la réalité n'est pas nécessairement toujours une corrélation de 100%. Néanmoins, examinons certains des arguments qui l'entourent, comme mentionné, et voyons ce que nous pouvons en déduire. Certains de ces éléments seront aussi abordés dans une prochaine vidéo sur Hood et Iowa, mais ce sera pour une autre fois. Examinons le but des navires. Leur but est-il celui d'un croiseur lourd, d'un grand croiseur, d'un super croiseur ou d'un croiseur de bataille? Comme mentionné, ainsi que le rôle d'escorte de porte-avions, l'autre but est en effet le principal but initial de conception des Alaska, ainsi qu'une bonne partie de leur but lorsqu'ils accomplissent la mission d'escorte de porte-avions était de chasser et de tuer les croiseurs ennemis qui étaient inférieurs à lui. C'est exactement le même but pour lequel la classe Invincible a été conçue en tant que croiseur blindé Dreadnought. On pourrait donc argumenter qu'ils sont des croiseurs de bataille parce qu'ils partagent le même but de conception que les croiseurs de bataille originaux, ou alors on entre dans tout le débat du fait que, comme mentionné, les Invincibles n'étaient pas appelés croiseurs de bataille. Au début, ils étaient appelés croiseurs blindés Dreadnought, et le terme croiseur de bataille leur a été appliqué rétroactivement. Cependant, les autres types de croiseurs de bataille de la Première Guerre mondiale, pratiquement toute la production allemande et britannique à partir des Lions, était également conçue non seulement pour tuer les croiseurs ennemis, mais aussi pour s'engager avec, ou du moins avoir la capacité de s'engager avec d'autres de leur type. Et pour l'Allemagne, afin de compléter le front, les Alaska n'ont pas été spécifiquement conçus pour pouvoir compléter la ligne de bataille américaine, mais ils ont été, du moins en théorie, conçus pour pouvoir combattre les super croiseurs ennemis, les croiseurs de bataille, appelez-les comme vous voulez. Les Alaska sont dans une position étrange, partageant un objectif de conception primaire commun avec l'original, est un croiseur de bataille, mais a également un rôle de conception élargi qui n'inclut pas l'escorte de porte-avions qui ne faisait pas partie de la Première Guerre mondiale, et pour des raisons évidentes, cela est partagé par tous les croiseurs de bataille ultérieurs jusqu'à ceux qui ont été construits en temps de guerre, comme le Hood. Donc cela semblerait indiquer qu'ils sont peut-être des croiseurs de bataille. D'accord, bien. Regardons la méthode de construction. Comme discuté, ils sont en grande partie tirés des principes de conception des croiseurs et agrandis, à l'exception de leurs caractéristiques d'armement. C'est encore une fois très similaire aux Invincibles, qui, lorsque vous regardez la forme entière, sont très similaires aux croiseurs blindés de classe Minotaur, juste avec des canons plus gros et légèrement agrandis. Alors, en termes de « est-ce qu'un croiseur de bataille est un croiseur agrandi avec quelques canons plus lourds ?» Eh bien, cela correspondrait au premier croiseur de bataille, et cela correspondrait également à la classe Alaska. Mais nous avons une légère déviation ici, car les croiseurs de bataille plus tardifs, Lion, Princess, Royal, Queen, Mary, Tiger, et la ligne de production allemande en général à partir de von der Tann avait tendance à prendre plus d'influence des cuirassés et jouait légèrement avec les chiffres en termes de protection contre la puissance de feu, contre la vitesse, plus qu'ils n'ont évolué à partir des anciens croiseurs blindés, et en effet des premières générations de croiseurs de bataille que je suppose techniquement vous pourriez compter Blücher dedans, si vous les tirez vraiment un peu, donc il y a une certaine différence qui apparaît là. Puis vous arrivez aux différences plus importantes. Il faut reconnaître que certains de ces éléments sont plutôt arbitraires. Vous pouvez trouver de nombreuses définitions de croiseurs de bataille, notamment par rôle, comme discuté précédemment avec les Invincibles. Vous pouvez trouver la définition de croiseur de bataille par type de construction, comme nous venons d'en discuter, ainsi que par vitesse, ce que les Britanniques ont fait pendant un certain temps.
Vous pouvez trouver une définition de croiseur de bataille basée sur sa protection et sa puissance de feu par rapport aux cuirassés contemporains et toutes sortes d'autres choses. Mais regardons en particulier les Alaska et comment cela se rapporte à diverses définitions familières de croiseurs de bataille. Eh bien, la taille de ces canons. Maintenant, l'une des choses qui est presque uniformément vraie pour tous les types de croiseurs de bataille, du moins pour ceux qui ont été construits et la plupart de ceux qui ont été conçus, à l'exception notable des G3S, est que leurs canons sont du même calibre que les cuirassés contemporains. Ils peuvent en porter moins, potentiellement pas nécessairement vrai dans le cas de la Margis, mais ils sont généralement les mêmes. Ainsi, les Invincibles et les Indefatigables sont construits avec des canons de 12 pouces à une époque où les cuirassés britanniques ont des canons de 12 pouces, et lorsque les Britanniques passent aux Super Trodono de classe Orion avec des canons de 13 pouces et demi, les Lions de classe passent également à des canons de 13 pouces et demi. Le Tiger complète cela, puis les Britanniques passent au terme de cuirassés, les Revengers de la reine Elisabeth avec des canons de 15 pouces, et les croiseurs de bataille britanniques suivants, Renown, Repulse et Hood ont tous des canons de 15 pouces. Les Allemands de même. Le Von der Tann est construit lorsque les Nassau sont armés de canons de 11 pouces. Il y a un peu de retard avec les Allemands, avec la classe Moltke et Seydlitz, qui ont encore des canons de 11 pouces, puis ne passent à des canons de 12 pouces qu'avec les Deerflingers, alors que dès les Helgelands, les cuirassés allemands avaient des canons de 12 pouces. Mais vous savez, les Nassau venaient juste d'entrer en service, donc c'est presque la même chose. Et lorsque les Américains envisageaient des croiseurs de bataille, à une époque où ils envisageaient une version de la classe Wyoming, elle était armée de canons de 12 pouces, comme les Wyoming. Et lorsqu'ils concevaient la classe Lexington, elle était armée de canons de 16 pouces, les mêmes que les types South Dakota 1920 japonais, les Hamaji et les Tosa avaient tous deux des canons de 16 pouces, et comme nous l'avons mentionné plus tôt, la seule exception à cette règle était les G3S, qui étaient construits avec des canons de 16 pouces, ou devaient être construits avec des canons de 16 pouces lorsque les N3S avaient des canons de 18 pouces. Maintenant, regardez les Alaska. Eh bien, quelle est la taille actuelle des canons des cuirassés américains à la fin des années 30 et au début des années 40? C'est le 16 pouces, que ce soit le 16 pouces 45 sur les North Carolina et South Dakota, ou le 16 pouces 50 sur les Iowas. Il y a aussi évidemment les canons de 14 pouces sur les types standards, mais les Alaska ont des canons de 12 pouces qui sont un pas en arrière considérable comme nous l'avons mentionné. Ce sont de très bons canons de 12 pouces. Mais ce ne sont pas des armes de 14 ou 16 pouces, et ils sont, vous savez, aussi compétitifs que les canons de 14 pouces standards des États-Unis. Je doute qu'ils soient compétitifs avec un canon de 14 pouces conçu par les mêmes entreprises d'armement à la fin des années 30. Ainsi, les Alaskiens ont une grande divergence ici par rapport à la conception habituelle des croiseurs de bataille, en ce sens qu'ils ont des canons plus lourds que les croiseurs contemporains, mais ils n'ont pas le même type d'armement que les cuirassés contemporains. Nous pouvons maintenant examiner la taille et le déplacement d'un croiseur de bataille par rapport à un cuirassé. Cela commence évidemment avec l'Invincible et le Dreadnought, où leur déplacement n'est pas si éloigné. Et au fur et à mesure que les choses avancent, le croiseur de bataille a tendance à devenir de plus en plus grand, donc les croiseurs de bataille ont certainement plus de déplacement que le cuirassé contemporain lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, avec les Alaska, ce n'est évidemment pas le cas. Les Alaska, malgré une ou deux conceptions qui les auraient effectivement poussées au-dessus des North Carolina et des South Dakota en déplacement telles qu'elles ont été construites, étaient de plusieurs milliers de tonnes plus légères que les North Carolina et South Dakota. Et bien sûr, elles ont été construites à une époque où les Iowa étaient les derniers et les plus grands cuirassés américains, et elles sont entrées en service à une époque où les Montana auraient pu, si le processus de construction avait continué, être sur le point de lancer. Et les Alaska sont des navires beaucoup plus légers que les Iowa ou les Montana. Donc, ils rompent également avec l'ancienne tradition des croiseurs de bataille de cette manière. Ce sont des navires beaucoup plus petits. Vitesse par rapport aux cuirassés. Maintenant, les croiseurs de bataille ont toujours été plus rapides que les cuirassés dans le passé. C'est pratiquement une règle inébranlable.
Les Invincibles et les Indépendables sont plus rapides que le Dreadnought, les Lions sont plus rapides que les Orions, et le Hood, le Renown et le Repulse sont plus rapides que les Kiwi et le Repulse. Il en va de même pour les Allemands, il en va de même pour les conceptions américaines qui n'ont pas été achevées, en particulier les Lexington, et il en va de même pour les Japonais avec les Kongo et évidemment les Amagis lorsqu'ils étaient prévus comme croiseurs de bataille. Cependant, l'Alaska, bien qu'elle soit plus rapide que la Caroline du Nord et le Dakota du Sud, et évidemment aussi plus rapide que les Montanas, n'est pas plus rapide que les Iowa. En fait, grâce à l'augmentation du poids pendant sa construction, elle est en réalité un peu plus lente que les Iowa. Certes, les Iowas posent un peu un problème de contexte lorsqu'il s'agit de discuter des cuirassés, mais néanmoins, ils sont les cuirassés contemporains, du moins pour les besoins de cette discussion sur la marine américaine. Et les Alaska ne sont pas plus rapides qu'eux, donc une autre rupture avec la tradition du croiseur de bataille, ayant un avantage de vitesse significatif sur le cuirassé. Il semblerait donc qu'il y ait en réalité un nombre assez substantiel de différences entre le paradigme de conception du croiseur de bataille, tel qu'établi dans les années 1900 à 1910, et au début des années 1920 pour ce qui est de ce sujet, et les Alaska, ce qui tendrait à les faire considérer plus précisément comme de grands croiseurs, super croiseurs, tueurs de croiseurs, appelez-les comme vous voulez, mais pas comme des croiseurs de bataille. Alors, l'argument devient, eh bien, à quoi ressemblerait un croiseur de bataille de l'époque ? Que devraient avoir les Alaska s'ils devaient être des croiseurs de bataille contemporains ? Eh bien, il y a deux manières approximatives de le percevoir fondées sur les séries de conception de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez soit le regarder très grossièrement en termes de besoin d'être plus rapide qu'un cuirassé contemporain, mais aurait un armement de calibre similaire, mais moins de celui-ci, et évidemment aurait également moins de protection. Donc c'est une règle facile à retenir que vous pouvez utiliser pour décrire la plupart des croiseurs de bataille de l'époque 1900 et 1910. Alors que regarderions-nous les Iowas, eh bien, ils sont construits contemporains-ish avec les Iowas, mais comme nous l'avons dit, leurs études de conception initiale remontent à 1938, lorsque les South Dakota auraient été le design contemporain, donc s'ils n'avaient pas eu cette pause d'1 an et demi, ils auraient probablement été conçus contre les South Dakota. Donc si nous prenons une classe South Dakota 28 nœuds, 9 canons de 16 pouces, 12 pouces d'armure inclinée, 9 canons de 16 pouces, 12 pouces d'armure inclinée, nous obtiendrions probablement un navire avec une vitesse approximativement comme celle de l'Iowa, 33 nœuds, probablement 6 canons, réduire tous les tourelles de canon d'un pour en faire des jumeaux, donc 6 canons de 16 pouces dans 3 tourelles jumelles. Et moins d'armure, donc probablement en réalité la ceinture inclinée de 9 pouces et demi, qu'ils avaient historiquement peut-être juste un peu plus épaisse, mais c'est à peu près à quoi ressemblerait un croiseur de bataille de l'époque basé sur les South Dakota. En suivant la plupart des principes de conception des croiseurs de bataille de la Première Guerre mondiale, et les Alaska ne sont très clairement pas ça. L'autre chose que vous pourriez faire est de regarder les derniers croiseurs de bataille à être construits. Eh bien, le dernier croiseur de bataille spécifiquement Hood, à moins que vous ne commenciez à entrer dans des débats sur Dunkerque et autres, mais laissons cela de côté pour l'instant. Et encore en supposant que Hood est un croiseur de bataille, ce qui est un autre débat comme mentionné, nous couvrirons dans une autre vidéo à l'avenir quelle était la spécification de conception de Hood. La spécification de conception de Hood était la même protection d'armure que le cuirassé contemporain de classe Queen Elizabeth, la même puissance de feu, 8 canons de 15 pouces, juste beaucoup plus rapide. Et donc vous avez fini avec Hood. L'armure étant de 12 pouces d'armure inclinée au lieu de 13 pouces et un peu d'armure verticale. Mais vous savez que la spécification de protection est à peu près la même. Donc si nous comparons cela avec le South Dakota et disons, ok, nous voulons le même armement, nous voulons la même protection,
Mais nous voulons que les choses soient juste plus rapides. Ironiquement, c'est ainsi que vous finissez avec les United States Ship Iowa, parce que c'est à peu près ce qu'elle était jusqu'à ce que quelqu'un dise « Je ne suis pas sûr que nous voulions dépenser 10 000 tonnes juste pour un peu de vitesse supplémentaire ». Et ils ont mis des canons de 16,16 pouces 50 calibre sur elle. Donc l'Alaska est-elle l'Iowa? Eh bien non, définitivement pas. Il semblerait par tous les moyens qu'un croiseur de bataille contemporain, quel que soit l'argument de conception de règles de pouce que vous voulez faire pour la fin des années 30 et le début des années 40, ne ressemble pas du tout à l'Alaska. Elle ressemble soit à une petite Iowa, soit à l'Iowa elle-même. Ainsi, bien que mes premières pensées lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire navale étaient que les Alaska étaient essentiellement des croiseurs de bataille, basés en grande partie sur le fait qu'ils partageaient un objectif de mission de conception avec les Invincibles, de nos jours, comme mentionné, je tends à croire qu'ils sont en fait juste de grands croiseurs en accord avec les désignations de la marine américaine. Maintenant, comme mentionné dans ce petit segment de discussion, que l'Iowa ou le Hood soient nommés des cuirassés rapides ou des croiseurs de bataille, eh bien c'est un autre sujet de discorde, alors soyez attentifs à cela à l'avenir. Un petit spoiler alerte là. Mais à part ça, merci d'avoir écouté et à une autre fois. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche. Questions.